Oui. Juste un petit mot. D'abord, je veux remercier la lectrice. Oui. Parce que c'était assez long et je trouvais très très riche, avec un apport, au-delà de l'apport politique, un apport philosophique. C'est-à-dire c'est la condition humaine. Et je trouve que ce livre trace. Il a été écrit en 2013, bien avant. Et on s'aperçoit que les éléments qu'il dit sont presque prémonitoires. C'est-à-dire il explique effectivement, c'est-à-dire ce principe des extrêmes, c'est-à-dire comment ils ont posé leur stratégie pour être là où ils en sont aujourd'hui. Et cette stratégie aujourd'hui, elle est apparente, on la voit, elle est basée effectivement sur la sidération, sur le bouc émissaire et sur la polarisation. Et avec ça, ils réussissent. Et il y a un mot très important qu'il a dit, c'est que, au-delà, c'est la notion de croyance. C'est-à-dire que par la manipulation, on fait croire, et donc ça devient une croyance. Et on sait qu'une croyance au niveau neurologique, on y tient à fond. C'est-à-dire, quand on croit en quelque chose, il n'y a plus de débat. Je peux donner n'importe quel argumentaire, je n'arriverai jamais à convaincre quelqu'un qui croit en quelque chose. Donc c'est-à-dire, et là, il doit nous proposer une autre façon de faire. C'est pas convaincre, mais c'est peut-être raconter la vraie histoire, faire du narratif. Et ne plus être dans le combat pour convaincre, parce que convaincre, eh ben, on va s'opposer. Parce que si je crois, l'autre, je ne vais pas. Et donc c'est ça la morale, les leçons à tirer, cette notion, et c'est pas facile. Comment faire? C'est-à-dire pour convaincre, et c'est-à-dire pour aller au-delà de cette croyance. Et en fait, on dit qu'une croyance, on ne l'élimine pas, on la remplace. Donc, voilà. Merci. Ah non, mais c'est une très bonne entrée en matière. Oui. Moi, il me semble que par rapport à la deuxième partie, qui n'était pas du tout sous cette forme-là qu'on a abordée à l'USAS, hein, c'est un peu différent. Et le fait que, bon, on ait eu le film aussi qui abordait un certain nombre de choses. Ça nous semble un peu difficile, enfin en tout cas pour moi, d'arriver à convaincre ceux qui sont déjà dans le vote RN, qui sont dans cette croyance. Et c'est assez fermé. Je pense que c'est aller voir plutôt ceux qui s'abstiennent aujourd'hui, qui ne s'abstenaient pas avant et qui s'abstiennent aujourd'hui. Je pense que c'est tous ces gens-là qu'il faut essayer d'aller voir, et notamment dans les quartiers populaires où les personnes ont été peu prises en compte. Voilà, je pense qu'on peut essayer enfin, on peut travailler, on le voit en tout cas nous dans notre partie militante, on a aussi du plaisir à aller rencontrer ces personnes, même si c'est long, on ne voit pas beaucoup du coup parce qu'on passe du temps. Il faut passer du temps. Mais moi je suis très pessimiste par rapport à ceux qui sont déjà dans le vote RN et qui sont envahis par tout ce qui leur est raconté. On a du mal quand même à les convaincre encore. Hein. On peut essayer. Oui, tu réponds? Oui. Il me semble, si j'ai à peu près compris les écrits lus tout à l'heure de Stiglitz, que la montée du RN, ce serait plutôt une conséquence. Et il me semble du coup qu'il y a peut-être des tas de circonstances où nous, parti de gauche, nous trompons entre conséquence et cause, et que nous essayons de le réfléchir comme une cause alors que ce n'est qu'une conséquence. J'ai fini. D'accord. Richard? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, donc nous, on a reçu l'invitation, donc on s'est posé la question, bon, on a vu qu'il y avait un programme, on s'est posé la question de savoir si on était invité en tant qu'organisation à débattre avec vous, au sein du NFP, on va dire, ou si on devait venir à titre individuel. Bon,
on en a parlé donc, lors de notre dernière réunion. Donc nous sommes à 2 représentants d'ensemble ce soir, donc désignés pour discuter. Donc, avec vous. Alors si vous le permettez, moi je voudrais évoquer trois points. Je vais faire assez vite, mais bon, le week-end dernier, il y a eu l'élection en Allemagne. Bon. Alors quand on analyse les résultats, et notamment par rapport à l'abstention, ce que tu évoques, ben, en fait, la hausse de la participation a d'abord profité à l'extrême droite. Hein, donc, contrairement à une idée qu'on donne, effectivement, alors ça aborde pas. Enfin, tu parles des quartiers populaires, ce n'est qu'une partie en fait de l'abstention. Et du coup, donc. Alors par ailleurs, donc en Allemagne, bon, on voit que par ailleurs, plus la droite est allée sur le terrain de l'extrême droite, plus ça a renforcé l'extrême droite. Donc ça, c'est quand on voit ce qui se passe en France, ça incite à réfléchir parce que enfin, tout au moins, les organisations de droite devraient réfléchir parce que effectivement, il y a une partie de leur électorat qui bascule vers l'extrême droite. Et quand on voit les basculements de voix entre 2021 et 2025, c'est les progressions de l'extrême droite, parce qu'ils ont doublé en chiffres, mais comme la participation était beaucoup plus importante, l'augmentation est de plus de 6 millions de voix hein, quand même. Et ils ont principalement récupéré des voix donc de la droite, mais aussi donc, du SPD. Et par ailleurs, bon, je pense que sur l'électorat masculin, d'âge moyen, éloigné des grandes villes, bon, il y a des choses un peu parallèles à ce qu'on peut observer en France, avec quelques différences quand même. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire comme si on n'était pas dans une conjoncture, dans une situation de basculement assez terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas face à l'extrême droite dans différents pays. On est face à l'extrême droite au niveau mondial, à l'internationalisme de l'extrême droite. Trump, Musk, Poutine, Netanyahou. Milei. Oui, j'ai eu un texte, j'ai eu un message d'une copine argentine tout à l'heure, juste avant de rentrer, qui évoquait effectivement la situation compliquée. Et donc, ça chamboule quand même assez radicalement la situation mondiale. On le voit avec les différents conflits, mais aussi on est face à quelque chose d'énorme et il y a, y compris dans les milieux militants, il y a un certain abattement qui tend à s'imposer. Et c'est pour ça que bon, les réunions comme ce soir, c'est important, puisque effectivement, il faut confronter les idées, il faut échanger au maximum. Et j'en viens au dernier point. Dans la situation où on est, plus que jamais, il faut la tactique du front unique. Hein, où on disait avant le front unique ouvrier. C'est-à-dire, il faut s'allier avec toutes les composantes progressistes. Malgré les divergences. On n'a pas le choix. Malgré les divergences. La question d'accession au pouvoir après, la question de la construction du parti, elle se fait éventuellement parallèlement. Mais la nécessité d'un front unique ouvrier est plus que jamais indispensable. Donc, c'est ce qui s'est produit donc, en 2024 où il y a eu un sursaut, et ça ne concerne pas uniquement les organisations politiques, c'est les organisations syndicales, les associations et tout ça. Il y avait une quarantaine d'organisations qui avaient répondu donc, en juin 2024. Plus que jamais, il faut le front unique et le faire vivre. Et le problème, c'est qu'effectivement, il y a les orientations des uns et des autres font que parfois c'est compliqué à faire vivre, mais il faut d'abord le faire vivre à la base, ne pas simplement attendre qu'au sommet les partis et les organisations se mettent d'accord. Il faut effectivement donc faire vivre ça à la base, et là
il nous manque terriblement une assemblée populaire du nouveau Front populaire. Parce que c'est quand même, ça resterait quand même un outil. Et donc il va y avoir une réunion prochainement là, de toutes les assemblées populaires de France. On ne sait pas ce qui sortira, mais face au danger de l'extrême droite dont on fait souvent référence aujourd'hui au néofascisme. Hein, j'ai vu que le bouquin est coordonné par Hugo Payetta, c'est lui qui a un peu actualisé donc, ce terme de néofascisme, même si c'est débattu, hein, c'est discuté, parce que la référence au fascisme, c'est quand même quelque chose de très particulier. Bon, je m'arrête là parce que j'ai déjà été trop. D'accord. J'ai oublié ton prénom et après Dominique. Patrice. Patrice. Okay. Nous, Oui. on est désolés. On avait prévenu qu'on devait partir avant. C'est pas parce que ça ne nous intéresse pas, mais c'est parce qu'on a un autre engagement. Oui. Donc, bon, merci pour Merci, bon retour. bon remercie pour cette initiative. On a beaucoup parlé de pharmacon. Et donc, tout que je connais un peu, l'héroïne s'appelle l'héroïne parce qu'elle venait à la place des opiomanes. C'était formidable, alors on appelait ça l'héroïne parce qu'on guérissait les opiomanes et ils devenaient ensuite héroïnomanes. Donc c'était une réponse de premier niveau. Le pharmacon, quand il y a le bouc émissaire, on voit bien que ce qui manque, au sens presque psychanalytique, c'est l'élaboration. C'est-à-dire, comme vous disiez, monsieur, ne pas confondre les causes, hein, avec le problème que l'on observe. C'est-à-dire qu'un problème, au-delà, il y a les causes de ce problème. Et tant qu'on parle du problème, on reste au premier niveau, qui est aujourd'hui celui que nous désignent les libéraux, les assistés, les immigrés, voilà. Et ensuite, ce serait le symptôme de quoi, finalement, le RN? On peut aussi le voir comme ça, puisqu'on est dans le registre médical. On pourrait dire, c'est un symptôme de quoi? Eh bien, si on regarde l'histoire des 30, 40 dernières années, bien sûr, il y a eu le discours, la révolution conservatrice, mais il y a eu l'effondrement du discours à gauche. La nature ayant horreur du vide, effectivement, ils ont pris la place. Mais quand même, par exemple, ce qu'on appelait le consumérisme. Le consumérisme a été un substitut identificatoire, identitaire presque, pour la classe ouvrière, puisqu'on a abandonné la lutte des classes. On rappelle le Parti communiste, il ne voulait plus parler de la lutte des classes, il parlait des gens. Voilà. Tout juste s'il ne parlait pas des consommateurs. Donc il y a eu un abandon. Il y a eu le rapport Terra Nova, où les socialistes ont théorisé pour quelles raisons il ne fallait pas s'intéresser aux plus précaires, etc. Donc en fait, le symptôme, c'est le manque d'élaboration à gauche. C'est ça. C'est-à-dire que la gauche a abandonné le terrain de construction idéologique et aussi de répondre à la question comment on répond au discours libéral au niveau pragmatique. C'est une vraie réflexion qu'il faut avoir, puisqu'on est dans la confusion. Lorsqu'on est dans la confusion, on réfléchit, on élabore, on pense, on prend du temps et on essaye de se dire comment on fait. Voilà. Bon. Dominique? Oui, j'avais noté plusieurs choses, et puis je trouve tout à fait intéressant tout ce qui vient d'être dit. Je voulais juste, par rapport à la question du bouc émissaire, on parle souvent du racisme, des personnes racisées, etc. À mon avis, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que déjà depuis 2018, le bouc émissaire, c'est le pauvre. Oui. S'il est racisé... C'est encore deux pire, fois plus double peine. bouc émissaire. Mais on est clairement passé, à mon avis, dans le registre du pauvre bouc émissaire. Et je trouve que tout ce qui se passe ces derniers temps, le confirme largement. Hein. Donc je crois que on ferait une erreur à focaliser sur les deux mots que sont racisme et fascisme. Parce que ce sont deux termes qui, à mon avis, ne rendent pas compte forcément de la réalité, puisque ce bouc émissaire, il n'est pas seulement arabe ou noir, ou
je ne sais pas quoi, mais il est tout simplement pauvre déjà. Et par ailleurs, au niveau du fascisme, qui est un terme qui suscite toujours beaucoup de débats dans sa définition, etc. Moi, aujourd'hui, à titre personnel, ça répond un peu à ta question, c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'une rencontre entre des positions arrêtées, là. Nous, on a souhaité qu'il y ait cette rencontre justement pour qu'on échange les uns les autres. Mais on n'arrive pas avec une position de la France insoumise, voilà, on discute. Et par exemple, moi, sur cette question-là, je ne fais plus de différence entre extrême droite et droite extrême. Enfin, pour moi, c'est les mêmes. Je ne fais pas de différence entre un fasciste du RN et un fasciste des Républicains. Pour moi, c'est les mêmes. Voilà, donc, du coup, je trouve que ça m'amène, moi, à me dire que la question, elle est quand même bien que le puissant, comme certains disent, enfin le capital, quoi. Bon, il a fait un choix. Il a fait un choix, ou peut-être parce qu'il n'a pas le choix aussi, parce que le capitalisme, il a ses crises, enfin, etc. Mais aujourd'hui, de façon internationale, parce qu'effectivement c'est de façon internationale, c'est pas que le fascisme s'organise au niveau international, c'est que la bourgeoisie s'est extrême droitisée à l'échelon international et qu'elle a décidé que ça serait comme ça à l'échelon international, quoi. Voilà, donc je trouve que le combat, il est encore plus important du coup, parce que c'est pas seulement contre une partie de la bourgeoisie qu'on va se battre, contre la pire, non, c'est contre toute la bourgeoisie de façon frontale et déterminée. Sur la question de l'abstention aussi dont on parlait, moi je rebondis sur ce que disait Richard, avec tout à fait juste, quand on regarde les chiffres locaux. Hein, quand on regarde les chiffres de notre circonscription, c'est la même chose. Hein, augmentation importante de la participation aux dernières législatives. À qui a-t-elle profité? Au vote d'extrême droite. Hein, on a re-regardé les chiffres cette semaine, c'est ça. Donc effectivement, ça se passe pareil partout. Ce qui, moi, m'amène à dire que notre narratif, à tous collectivement, n'est plus bon, n'est plus entendu. Les gens vont vers un narratif d'extrême droite parce que c'est le seul qui existe, en plus, il n'y a plus que celui-là, et que le nôtre, il n'est pas crédible. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles il n'est pas crédible, donc je ne vais pas m'étaler sur ces raisons parce que ça serait trop long, mais à mon avis, il y a plein de raisons pour lesquelles il n'est pas crédible. Et donc la question, autre sujet parallèle, parce que ça a été abordé tout à l'heure dans le rendu du livre, je crois, que proposer? Je prends un exemple, et parce que ça, je crois que ça pèse aussi dans la façon dont le peuple, les travailleurs se positionnent. On prend l'exemple de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est pas d'aujourd'hui que ça dysfonctionne. Non. Hein, ça fait longtemps que ça dysfonctionne. Si aujourd'hui, on défend la sécurité sociale, telle qu'elle est, en fait, on défend une merde, hein, aujourd'hui. Donc la question, elle est, est-ce qu'on défend la sécurité sociale ou est-ce qu'on reconstruit une sécurité sociale? Et là, on pose la comment. Et le comment. Et voilà. Pour moi, le chantier, il est là, personnellement. Michel? Oui. En fait, moi, je voulais vous parler, entre autres, d'un bouquin qu'a sorti Chapoutot, Johan Chapoutot, Irresponsable, je crois que c'est ça. Les irresponsables. Comment? Les irresponsables. Les irresponsables. Et en fait, il fait référence dans ses interviews à un gars qui s'appelle Pierre Cernat, et qui parle de l'extrême centre. Donc le concept d'extrême centre, en fait, c'est Macron. Et, donc c'est comment on essaye d'être au-dessus de la mêlée du discours, donc ni droite, ni gauche, ni extrême droite, ni extrême gauche surtout. Surtout extrême gauche. En fait. Donc le discours sérieux, sensé, etc. Quand même au passage à noter le fait que Marine Le Pen parle aussi de bon sens. Voilà. Donc on a des discours qui ne sont pas si éloignés que ça. Le fait que Pierre Cernat donc, décline les choses en disant entre autres que c'est la politique de la girouette, c'est-à-dire que le problème c'est d'avoir le pouvoir, c'est pas d'être à droite, etc. C'est pour pouvoir mettre en place un libéralisme autoritaire, il faut avoir le pouvoir. Donc à un moment on va être pour ça, puis le lendemain on est contre, c'est pas un problème, on est en même temps. Hein, vous voyez de qui je parle.
Et puis après, une fois qu'on est au pouvoir, l'exécutif devient très dur. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu par exemple avec les Gilets jaunes, et c'est pour ça que Pierre Cernat parle d'extrême centre. Il parle d'extrême centre. Bon, moi, je trouve ça très très bien. Alors au passage, Chapoutot, lui, essaye de c'est un historien, hein, donc il essaye de reprendre un petit peu la façon dont les choses se sont passées à partir de 1918 pour amener tout doucement ce qui est arrivé en Allemagne en 1930. Et il parle de von Papen. Je ne sais pas si ça vous parle, enfin, bon, ça m'a parlé quand même quand il en parle. Von Papen, c'est, on va dire, le Macron de l'époque. Hein. C'est-à-dire que c'est le mec qui est, on va dire, libéral, qui est complètement dans la politique de l'offre. C'est-à-dire, vous voyez cette politique de l'offre qui a commencé avec Hollande. C'est Hollande, la politique de l'offre. Et c'est là que j'ai un petit peu du mal à être... J'aimerais bien être d'accord avec toi, Richard. Mais moi, le PS, pour moi, c'est des traîtres fondamentaux. Enfin, ceux qui sont hollandistes. Hein. C'est-à-dire que je peux pas. Parce que je pense que là, il y a quelque chose de très grave, quoi. C'est-à-dire Hollande, c'est lui qui met la politique de l'offre en place. Et c'est cette politique de l'offre qui va amener le pouvoir à l'extrême droite. Et dans l'histoire, ça s'est passé plusieurs fois. Après, j'avais un autre truc aussi à dire par rapport à l'international extrême droite. Il y a quand même Bolsonaro qui s'est fait virer. Hein. Donc il ne gagne pas à tous les coups. Donc voilà, il y a quand même un tout petit possible. Ça s'est joué à ça. Et il y avait l'ensemble de la gauche. Hein. Ouais. Mais bon, n'empêche qu'ils ne sont pas invirables, d'abord. Et puis, dernière chose, sur le bouc émissaire, alors là, moi, je ne suis pas d'accord avec Dominique. À la maison, ça... Donc, sur le bouc émissaire, moi, je pense qu'effectivement, le bouc émissaire, pour le RN en tout cas, c'est clairement l'arabe. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, à tour de bras, il nous explique, par exemple, ce qui s'est passé à Mulhouse, là, voilà, encore, hein, etc. C'est-à-dire que même Retailleau, il arrive en expliquant que le mec, il était schizo. Voilà, non, mais il était arabe. Faut pas tout mélanger. Il était pas, enfin, le schizo, c'est accessoire, il était arabe. Donc voilà, c'est mis en avant. Et par exemple, dans la logique de ce que je disais tout à l'heure sur von Papen, il était expliqué par l'extrême droite nazie à l'époque que von Papen avait tout juste. Et par exemple, l'extrême droite actuelle nous explique que Retailleau aussi, il a tout juste. Il a tout juste, Retailleau. Il est bon à la virgule près. Ça a été dit, déclaration du RN. Hein. Il est bon à la virgule près. Voilà. Alors, bon, on pourrait dire que ce qui nous amène cette extrême droite, c'est aussi ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, on a une non-démocratie qui est de plus en plus patente. On a une pauvreté qui monte de plus en plus. On a des espaces culturels qui sont complètement préfabriqués, c'est-à-dire c'est plus des espaces où on a de l'éducation populaire, c'est des espaces où on a un super artiste dans un super projet qui est bankable, hein, qui est payé. Et après, la culture, voilà, c'est terminé. La culture, on ne peut pas se l'approprier, on n'est pas... Excusez-moi, j'étais trop long. Avant de passer la parole à Alain, je voulais juste dire que la réunion ce soir, pour la réunion ce soir, les invitations ont été envoyées très largement, hein, à titre individuel, sur les réseaux. Enfin, et la réponse, c'est l'assemblée de ce soir. Hein. Voilà. Donc, j'ai eu qu'une réponse de M. Teston, père et fils, de messieurs Teston, père et fils, qui disaient qu'ils sont pris ce soir et qu'ils ne peuvent pas venir. Les deux? Les deux. Voilà. Ah non, mais ils vont ensemble. Mais bon, ensemble. Je vais Donc Alain. Guzman a fait ça avec son fils aussi. Guzman, il a mis Ah partout. oui. Alors moi, je voulais revenir sur un peu le topo qui a été fait sur le livre de Bernard Stiegler,
En fait, ce qui est paradoxal, c'est que plus l'ultralibéralisme fait de dégâts, de nuisances, plus on détruit des services publics, plus ça va mal, plus le vote RN, ou d'extrême droite avec ses affidés, qu'ils soient de droite extrême ou extrême droite, il monte. Donc c'est quand même assez significatif. Et je rajouterai le consumérisme, on pourrait dire numérique 2.0, parce que plus ça, soit ça crée de la peur, parce qu'il y en a qui ne savent pas se servir de tous ces outils, soit il y en a qui savent très bien s'en servir, mais pour le profit. Et là-dessus, il y a une domination, et on voit bien l'alliance de ce capitalisme numérique avec, pour faire la barbarie jusqu'au summum. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que plus il y a de dégâts, plus on va soutenir ceux qui en fait sont un peu responsables de ces dégâts. Mais on les a oubliés du fait, de par la trahison des gauches au pouvoir, je pense qu'il faut le dire tel quel, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de gérer un système, accompagner un système, mais pas de le transformer, ni de répondre aux besoins des gens. Et donc ça a traduit aussi un vote de l'extrême droite. Et je pense que la droite est dans le même, la droite traditionnelle est un peu dans le même sac, c'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent faire avec la Béraud de secours ou toutes les roues de secours qu'ils pourront trouver, ça sera du même acabit, c'est-à-dire que ça ne pourra jamais transformer le système. C'est juste des miettes, des choses, des conclaves, des machins qu'on organise qui vont résoudre rien. Et donc, plus le vote extrême, et même la droite va rejoindre. Donc c'est paradoxal de voir cela, mais il l'explique bien donc, dans son bouquin. Et les gens vont voter pour les responsables de ces dégâts. Donc je pense que là-dessus, ce n'est pas qu'un problème électoral, ce n'est pas qu'un problème d'avoir les meilleurs résultats électoraux. Je pense que c'est vraiment plus global, c'est-à-dire c'est une révolution culturelle. Et donc l'analyse des pharmacons me semble essentielle, des boucs émissaires, des causes même de ce processus. Et moi je finirai par la dernière, je dirais, réflexion de Patrick Chamoiseau, qui est mon maître à penser ces temps-ci, et qui est assez intéressant parce qu'il dit que ce n'est pas un grand récit qu'il nous faut, parce que le grand récit, il est dans le néolibéralisme, il est dans l'ultralibéralisme, il est dans tous ces maîtres de la pensée, mais c'est plutôt des petits récits qui sont plutôt une révolution culturelle et qui partiraient plutôt de la base et d'une autonomie de territoire. Donc c'est des petits récits, peut-être ça rejoint un peu l'autogestion, l'autodétermination, l'autoréflexion globale pour un monde nouveau, mais tout reste à faire en fait. Voilà, j'ai dit. Voilà. Pour abonder ce qu'a dit Alain, en Italie, Meloni a été élue et dans son programme figurait la suppression du RSA local. Et dans des quartiers populaires, ça a été emporté haut la main. Voilà. C'est donc assez étonnant que les gens votent pour vraiment leur propre destruction. Voilà. Céline. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, du coup, abordées. J'ai bien aimé le terme de narratif, notamment parce que je pense que déjà, on part tous de constats un peu historiques, etc., mais est-ce qu'on connaît la réelle histoire ? Du coup, il y a quand même des choses, je pense, des squelettes au fond des placards et beaucoup de poussière sous les tapis de tout ça. Du coup, on se base peut-être aussi sur une espèce de fantasme historique qu'on nous a appris et dont on est un peu héritier. Je pense effectivement qu'il faut être créatif parce qu'on est sur des changements de paradigme de la société et qu'on est vraiment le néolibéralisme en fait est ultra puissant et mondial, ce qui explique aussi une montée des extrêmes mondiales puisque tout compte fait on est un peu au bout du bout de l'approvisionnement de ressources qui est créé par un impérialisme toujours aussi évident, qui est toujours aussi d'un fait historique colonial, qui existe sous d'autres formes, mais qui existe toujours.
C'est pour ça que d'ailleurs je ne peux pas ôter le racisme de l'extrême droite, jamais. Jamais je ne pourrais faire ça, puisque effectivement on comprend qu'il y a de plus en plus de précarité et que dans cette précarité, eh ben, il y a aussi les personnes racisées qui sont touchées particulièrement, et qu'en gros c'est sur ces mannes-là, donc racisées ou non, mais effectivement les plus précaires, qui d'ailleurs ne luttent plus du tout, quasiment, enfin beaucoup moins, qui sont tellement acculés au jour le jour à leur triste, j'allais dire, condition, mais qu'ils ne vivent pas toujours tristement, heureusement. Et donc, je pense qu'on ne peut pas, de manière raisonnable, regarder l'extrême droite sans regarder ce changement de conditions mondiales qui fait que peut-être, effectivement, les pays qui ont vécu l'abondance des matières premières pas chères face à des nouveaux pays d'Union africaine, etc., qui ne veulent plus se laisser piller avec des échanges totalement faussés, effectivement, ça vient heurter. Et donc, le bouc émissaire est d'autant plus énorme à combattre, ce qui crée aussi quelque chose d'assez unanime, gauche, droite, extrême droite. Et bien sûr, probablement, c'est pour ça que je disais, ça vient nous toucher, parce que des fois, on sent bien que sur des histoires un peu petites comme ça, de faits divers, on ne sait pas toujours comment se positionner, parce qu'on est dans nos fantasmes historiques aussi. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment être à la fois dans la narration, et aussi une reconstruction historique du pays, parce que là, j'ai l'impression qu'on fait une politique politicienne d'électorat, mais qu'on va pas le résoudre, ce problème. Je veux dire, on va peut-être, on va sauver quelques petits, quelques miettes, mais on n'échappera pas à cette fulgurante vague, parce que tout compte fait, elle était dans l'intérêt de toute la suprématie impérialiste mondiale, et que on sent que les matières s'affaiblissent, que et pour juste finir, les jeunes, heureusement, moi j'ai énormément de confiance en la jeunesse malgré tout, parce qu'on sent que eux, quand il s'agit de genre, par exemple, maintenant, on peut être un homme, une femme, on peut être demain un homme, demain une femme. C'est plus un problème dans leur vie. C'est plus un problème, en fait. On peut être noir, arabe, blanc, issu de tous milieux sociaux. C'est pas un rapport à ça qui est important. Ils sont dans des nouvelles façons de voir aussi la vie, le travail et la société. J'ai l'impression que, par exemple, c'était très fondé sur le livre, il y avait vraiment cette affaire avec le mérite et le travail. Les jeunes savent que, ils sont plus sur des carrières longues de 40 ans. Des fois, ils ont des parcours d'ingénieurs et ils lâchent tout pour élever des chèvres en Ardèche. Donc, il y a plein de choses qui bougent par rapport à ça. Donc, voilà. Après, faut être créatif, faut inventer un truc. Mais merci. Voilà, merci. Odile ? C'était pour rebondir sur ce qu'a dit Michel. Il y a une émission sur Blast, sur YouTube de Blast, qui dure à peu près 1h30, justement sur comment les nazis n'ont pas pris le pouvoir, mais on leur a donné, avec tout un parallèle avec la situation actuelle chez nous. C'est très intéressant. C'est en libre accès sur Blast. Merci pour l'information. Christelle ? Oui. Moi, je voulais témoigner de quelque chose qui me choque. Du coup, ça illustrait aussi les propos de Richard qui parlait du problème de l'extrême droite d'un niveau mondial, mais présentement en France, ça rebondissait aussi par rapport à la déclaration de Michel et les propos de Retailleau.
En fait, je suppose que certains d'entre vous ont été informés que dimanche dernier, il y a eu une attaque fasciste à Paris, où il y avait en fait des jeunes travailleurs. Pardon ? C'est la semaine d'avant, oui. Oui, dimanche d'avant, il y avait les jeunes travailleurs kurdes et donc un groupement Antifa qui faisait uniquement une projection de films. Donc là-dessus, il y a eu une trentaine de fachos qui sont arrivés armés de couteaux et de caissons de bouteilles et qui sont allés vraiment à la confrontation jusqu'à malheureusement faire en sorte que des personnes aillent à l'hôpital. Bon, ça, ça a été médiatisé plus ou moins. C'est pas nouveau, c'est tout le temps, mis à part qu'après l'information remonte ou pas. Moi, ce qui m'a choqué, et c'est pour ça que d'une façon comme d'une autre, je voulais en parler et entendre d'autres personnes exprimer leur avis dessus, c'est que le ministre de l'Intérieur, Retailleau, là, n'a strictement fait aucune allocution, hormis lorsqu'il y a eu, apparemment, il y a un jour à l'Assemblée nationale où les députés peuvent poser des questions, et donc là, il a été mis en exergue de répondre par rapport à cette attaque qui était vraiment très violente, d'ailleurs qui était très très choquante. Et sa réponse, qui était 5 jours après, donc là c'est des fachos, ce dont tu parlais tout à l'heure, il a réagi 2 heures après, en fait, Retailleau, par rapport... Et là, il a réagi 5 jours après par la force des choses, et son discours n'a pas été de... c'est hallucinant comme la situation dans laquelle on vit à l'heure actuelle, mais pour un ministre de l'Intérieur, en fait, les propos qu'il tient, c'est pas de dénoncer cette violence qui a été jusqu'à la volonté de... Enfin, moi j'imagine l'extrême de meurtre, ça aurait pu terminer comme ça, en fait. Il y a des gens qui ont vraiment été à l'hôpital en urgence. Et il ne dénonce pas cette violence, mais en fait, directement, il met en porte-à-faux les actes violents de l'ultra-gauche qui a fait, proprement dit, à ce moment-là. Et du coup, moi, ça m'a mis vraiment très très mal à l'aise de voir cette réaction gouvernementale qui rime à rien, en fait, juste à mettre justement les gauches, la gauche à un niveau d'ultra-gauche et à un niveau de violence, sans parler du tout de la violence de l'extrême droite. J'ai trouvé ça profondément honteux et meurtre. Enfin, c'est vraiment très violent. J'arrive pas trop à comprendre. Enfin, si je comprends les mécanismes qui amèneront l'extrême droite au pouvoir si on ne fait rien. Et que ça me bouscule tellement cette réaction vraiment, mais comme tu dis, aussi ça parle à notre parcours de vie, notre historique, et du coup il y a des squelettes qui ressortent. Et malgré le fait que effectivement là c'est le racisme qui est mis en avant par Bruno Retailleau, je trouve qu'effectivement le mépris de classe est de plus en plus important. Et comme tu disais, Dominique, le fait d'être pauvre est souvent bien mal vu. Donc le fait d'être pauvre et d'être d'une culture différente, c'est vraiment compliqué. Et du coup, je trouve ça intéressant ce que tu disais au niveau de la sécurité sociale, qu'il faudrait la réinventer et la créer, parce que justement, ça rebondit sur le livre de Bernard Stiegler, que j'aimerais bien lire s'il est toutefois à ma portée, parce que ça a l'air quand même très costaud. Donc je trouve ça intéressant, effectivement, parce que les batailles de l'électorat et
et le travail qui peut être fait pour ramener des signatures, et vous en avez fait beaucoup, peut être important, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je suis d'accord que les jeunes, ils ont de plus en plus... de plus en plus touchés par ce qui se passe, et c'était très intéressant de voir que à la manifestation de Montélimar contre l'extrême droite, il y avait beaucoup de jeunes. Après, j'ai été choquée d'apprendre de la bouche de mon fils cet après-midi que Trump, par rapport au changement de genre et tout, c'est vrai qu'ils sont très à l'aise, et nous, on peut être parfois perdus par tout cela, enfin moi je trouve. Mais j'étais très très surprise d'apprendre que Trump a renvoyé à toute cette génération qui a changé de sexe des papiers d'identité avec leur sexe d'origine. Ah oui, non, mais là, Oui, ça veut dire. l'extrême droite, hein. Vous avez étalé. Il n'y a que deux sexes, il a dit. Voilà, je vous prie de m'excuser, c'était un peu pêle-mêle, mais j'ai encore plein de choses dans ma tête, mais j'ai du mal à... Non, merci résumer, Christelle. voilà. Mais si quelqu'un pouvait, à un moment ou l'autre, essayer de donner une note d'espoir là où il n'y en a pas par rapport à cette réaction du ministre de l'Intérieur, ça m'allégerait le cœur. Merci. D'accord. Merci Christelle. Après, donc Patrice, puis Christine. Oui, plusieurs choses. On va parler d'histoire. En fait, on vient de redécouvrir que le fascisme aujourd'hui serait mondialisé, mais dans les années 30, il était mondialisé. En Angleterre, il y avait des manifestations fascistes, aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis sont restés très longtemps, ne voulaient pas entrer en guerre parce qu'ils avaient un fort mouvement d'extrême droite, etc. Donc ils ne sont entrés en guerre que fin 1942, quand les Japonais les ont attaqués. Et c'est pas eux qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui leur a déclaré la guerre. Moi, je ne crois pas aux élections de Front Uni. Voilà. Aujourd'hui, ça paraît comme des combines. Tu peux le tourner. Aujourd'hui, historiquement, maintenant, après tout ce qui vient de se passer, entre les trucs, le Front Uni, mais tu vas aller faire croire aux gens que mais ça y est, maintenant, on va aller aux prochaines élections, on va aller le PS, tout ça, allez, c'est bon, on n'en parle plus maintenant. Non, je n'y crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui a paralysé les mouvements qui ont voulu à un moment donné émerger, c'est qu'ils ont oublié de parler aux électeurs. Un mouvement doit parler aux électeurs. Voilà. Il ne doit pas parler aux autres partis, il ne doit pas chercher des alliances avec Pierre, Paul ou Jacques. Il doit s'adresser aux électeurs. C'est-à-dire dans sa psychologie, dans sa mentalité, il doit essayer de créer un discours, un narratif, justement, encore une fois, qui fasse s'adresser au plus grand nombre. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a une guerre anti-pauvre. Ils ne s'en sont pas cachés. Hein. Les Warren Buffett, ils l'ont dit, nous on fait la guerre aux pauvres et la guerre on l'a gagnée. Voilà. Et je trouve par exemple que quand on parle de réduire la dépense publique, voilà, qu'il y a des débats, il n'y a jamais un homme de gauche qui va dire à un type, mais pourquoi vous ne voulez pas soigner les pauvres? Mais pourquoi vous ne voulez pas éduquer les pauvres? Jamais. On va débattre s'il faut... Est-ce qu'il faut réduire la dépense publique ou pas voilà. Mais non, c'est de ça. Il y a une intention derrière. Quand ils réduisent la dépense publique, c'est bien des intentions qu'ils mettent derrière ça. C'est bien pour ça qu'il y a des déserts médicaux, que les hôpitaux se cassent la gueule, parce qu'ils réduisent la dépense publique. Mais il n'y a jamais personne qui va casser d'aller objectivement, concrètement leur dire, mais pourquoi vous ne voulez pas soigner les pauvres? Puisque ça se traduit comme ça. Je veux dire, c'est les pauvres qui souffrent du non-accès à la santé. C'est pas eux, c'est pas les classes sociales favorisées, c'est bien les pauvres. Si l'éducation nationale se casse la gueule, c'est qui va souffrir? Et si les hôpitaux, c'est qui? C'est les pauvres. Voilà, les classes moyennes comme nous. Bon. Sur le fait que tu dis, je ne comprends pas, les pauvres, on leur a supprimé le RSA, et ouais. Mais il faut comprendre, l'être humain, il n'a pas envie de s'identifier à la pauvreté.
Voilà. Donc Bon. la pauvreté, ce sera... En l'occurrence, s'ils reçoivent le RSA, Mais même s'ils le qu'ils reçoivent, votent, même s'ils le on reçoivent, ne peut le si recevoir. objectivement, Ça il pose va y problème. avoir un clivage, le pauvre, c'est pas moi. Voilà. Ensuite, pourquoi le RN? Parce que le RN, c'est celui qui va mobiliser le plus le sentiment d'appartenance. Voilà. Les êtres humains ont besoin d'appartenance. C'est à la fois qui je suis et à la fois à quoi j'appartiens, de quoi fais-je partie d'un ensemble plus grand. Et le sentiment, aujourd'hui, le Front National, eh bien, c'est ce qu'on n'a pas essayé. Et la gauche, on l'a essayé. Enfin, la gauche, soi-disant, on l'a essayé. Ben oui, excusez-moi, mais il y en a beaucoup qui aujourd'hui votent RN parce qu'on ne l'a pas essayé. Sauf qu'on l'a essayé. On l'a essayé quand même. Il faut quand même leur rappeler Ah non, l'histoire. mais toi, tu vas leur raconter qu'on l'a essayé, mais Il y a non, longtemps. eux, Eh c'est pas ça. Ils ne pensent pas historiquement, ils pensent aujourd'hui, dans les 20-30 dernières années de la vie politique française. Donc, éducation C'est le parti populaire. qui n'a pas été essayé. Voilà.